Haliburton, tu le mettais aussi là-dedans, alors, c'est ça? Ouais, bah, je trouve que la saison d'Haliburton, alors c'est un peu dommage parce que là, sa blessure, etc., et il joue quand même les matchs alors qu'il est, enfin, avec des limitations de minutes assez sévères et on sent qu'il est pas forcément à 100%, j'ai envie de dire, Haliburton. Et il joue parce que il y a forcément ce cap des 65 matchs à jouer, donc il joue, même s'il joue pas beaucoup de minutes sur les matchs, il les joue quand même. Mais je trouve la saison d'Haliburton assez fabuleuse. Déjà, on est sur, je trouve un moteur offensif assez incroyable, héliocentrique en fait, qui a du coup la création, la manipulation visuelle, qui a un peu le full package de création, je trouve. Il y a la vidéo de Ben Taylor où il montre sa technique de passe un peu en sautant aussi. Il y a le pick and roll, il a la pocket pass, il a la passe de lob, il a à peu près tout sur passe, mais sur le passing game. Donc, ça, c'était pas une nouvelle. C'est pas une nouveauté, pardon. Et offensive et au scoring en plus, je trouve qu'il a vraiment passé un cap, c'est-à-dire en termes d'usage, il en avait encore plus que la saison dernière et il est encore plus efficace que la saison dernière. Je sais qu'il flirtait au début de saison avec même plus que 110 assez largement, il était au 112, 113 de true shooting plus. Là, ça a un peu baissé, mais on reste 1,29 points par tir tenté. On reste dans le 94e centile en efficacité chez les meneurs de jeu, donc c'est assez génial. Et puis l'impact sur l'attaque, j'ai pas regardé les WoWi, mais juste en termes de on-off, quand il est sur le terrain, on est à 126 d'offensive rating, 99e centile. Les on-court, tu veux dire, pas les on-off. On-off, c'est un différentiel, mais pardon. Le on-court, donc à quel point l'équipe est bonne quand il est sur le terrain. Ouais, le on-court. Ouais. C'est ça, 125,6 d'offensive rating. Et le on-off, du coup, si on va là-dessus, il est à plus 9. Donc c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas forcément de joueurs de niveau All-Star à côté de lui en termes de création offensive, forcément. Non, mais il a quand même un backup, un des meilleurs backups de qualité en plus, hein, et pourtant il a quand même un bon on-off, alors que d'habitude, tu as des bons on-off quand ton backup est nul, et lui, il a quand même un on-off qui est très bon, alors qu'il a TJ McConnell qui est quand même costaud quoi, derrière. Donc c'est d'autant plus impressionnant, quoi. Donc après, il y a peut-être un peu le point de vue défensif, mais comme dit, c'est au poste de meneur de jeu. Donc il y a pas un gros malus, et puis en plus, enfin, j'ai du mal à tirer quelqu'un vers le bas quand il y a eu des changements chez les Pacers, mais quand toute l'équipe était pas forcément au niveau, quoi. Je suis d'accord. Ok, on peut le mettre en effet. Et comme tu dis, alors il y a sa propre efficacité individuelle qui fait depuis toujours en fait est excellentissime. C'est pour ça que j'avais fait un podcast sur lui quand il était rookie, en disant mais vous savez, des rookies efficaces, il y en a très peu. Il n'y en a quasiment pas, donc ça c'est quand même un indicateur de très bonnes choses. Et donc il y a son propre scoring, mais comme tu dis, il y a aussi l'aspect où c'est un moteur d'attaque de une des meilleures attaques de NBA. Et là-dessus, c'est quand même assez impressionnant, quoi, en fait, tout simplement. On a quelqu'un qui est aussi, au-delà du demi-terrain, et aussi quelqu'un qui est un moteur de transition, sachant que les Pacers font aussi leur beurre beaucoup sur transition, et que voilà, c'est une vraie plus-value, quoi. C'est pas juste le meneur générique qui peut accélérer un peu la balle sur transition. Non, on a un aspect assez où il détache pas mal de la moyenne, il va obtenir pas mal d'opportunités qui sont beaucoup plus rentables en transition que simplement si on avait remonté la balle plus lentement. Donc il y a un vrai bonus de ce côté-là. Ok, eh bien mettons-le là. Donc ce qui nous fait, on est déjà à 15 noms, Baptiste. Donc là, il nous reste 1h30 de podcast pour décider de 9-10 noms. Grosso modo. Mais alors avant d'enchaîner sur les intérieurs, parce j'ai d'autres candidats. Donc pour toi, Haliburton se détacher de, on va dire, les autres candidats un peu meneurs de NBA. Franchement, j'ai envie de dire un petit peu, ouais. Un petit peu. Je trouve que, comme dit, il y a ce côté vraiment moteur offensif, je trouve, d'élite, mais vraiment. Alors j'ai peut-être un biais affectif avec Haliburton. Ouais. Mais je trouve qui ne l'a pas. Qui ne l'a pas déjà, voilà, merci. Mais je trouve qu'il y a une petite séparation avec les meneurs qu'on n'a pas encore cités. Si je te dis Jalen Brunson. Ah, aïe. Bah, tu vois, Jalen Brunson, même si... Alors, tu veux qu'on parle de Jalen Brunson ? Vas-y. Cette fois-ci, est-ce que j'essaye de faire court comme sur Hartenstein ou pas ? Bon, je vais essayer de faire vas-y. court. Mais Jalen Brunson, c'est vrai que la saison au scoring, même si on regarde que l'efficacité,
c'est pas forcément, c'est moins spectaculaire qu'Haliburton. On est que à 103, je crois, de true shooting plus. Quand j'avais préparé le podcast, ça a peut-être changé depuis. Mais donc c'est un peu plus proche de la moyenne, mais en termes de comment dire, de shot making et de difficulté de shot making, on est vraiment, je pense, tout en haut de la NBA et du coup il fait ce score sur on va dire un régime de tir beaucoup plus compliqué que Tyrese Haliburton. Si on est sur les joueurs qui prennent au moins 10 pull-ups par match, bah en fait ils sont que 5 et parmi ces 5, bah Jalen Brunson c'est le plus efficace. C'est le plus efficace tout simplement de ces seuls joueurs qui prennent au moins 10 pull-ups par match, donc en termes d'effective field goal, donc le pourcentage au tir pondéré entre les 3 points et les 2 points, il est à 52,6, donc c'est premier, c'est devant Luka Doncic, c'est devant Devin Booker et c'est devant Trae Young, donc c'est assez impressionnant de faire ça sur ce régime de tir, mais ça reste en fait une sélection de tir pas forcément optimale pour aller chercher de l'efficacité. Alors là il y a tout un débat, est-ce que c'est impressionnant au vu des tirs qu'il prend ou est-ce que ça pourrait être mieux, et est-ce qu'on met ça sur le compte de Thibodeau et du fond de jeu qui est mis en place, ou est-ce qu'on salue le fait qu'il arrive à faire une telle performance avec malgré cette sélection de tir, je ne sais pas, mais voilà, il y a 40% en pull-up à 3 points, c'est plutôt délirant, hein, je pense, et on en avait parlé aussi cet été, mais il y a un autre step qui a été passé là-dessus pour Tyrese Haliburton, pour n'importe quoi, pour Jalen Brunson, donc c'est assez impressionnant. Maintenant, si on compare à un Tyrese Haliburton, je trouve que l'aspect création, même s'il a progressé, et franchement je m'attendais pas à ce qu'il progresse, mais j'ai l'impression qu'il a progressé encore cette année, on voit un peu plus de manipulation de défense, etc. Mais je le trouve un cran en dessous en termes de création et de rayonnement sur le collectif qu'un Tyrese Haliburton. Donc je l'ai aussi forcément parce que c'est impressionnant, mais je trouve qu'il y a une petite séparation, ouais. Bah tu vois, pour moi je les aurais peut-être un peu plus proches que toi là, du coup. Parce que pour le coup, alors effectivement, il y a la question du scoring individuel où il y a un petit écart d'efficacité, effectivement, et c'est pas rien, mais c'est pas tout, surtout sur ce genre de profil. Oui. Et tu vois, sur une attaque placée, demi-terrain, manipulation de défense, je crois que je suis pas loin de préférer Jalen Brunson, hein, pour le coup. Comme tu t'en as parlé, hein, ce côté manipulation, etc. Haliburton est aussi très bon. Mais franchement, Brunson sur pick and roll et Brunson sur le dribble, sur du jeu posé, c'est assez incroyable. C'est assez bluffant, ouais. Parmi tous les meneurs qu'on n'a pas encore cités, mais tu vois, bon, tous les extérieurs, les De'Aaron Fox, Trae Young, Garland, Maxey, Anthony Edwards, etc. Pour moi, ce groupe-là, celui qui serait le plus proche d'Haliburton, ce serait Brunson. Et surtout que, tu vois, les Knicks sont une bonne attaque, mais ils sont surtout une excellente attaque quand lui est sur le terrain, oui. Surtout. Parce que, bon, on a déjà parlé, mais comment il s'appelle, Julius Randle est un bon joueur, notamment pour certains match-ups particuliers. Je trouve que contre certains match-ups, tu l'envoies au poste bas. Et en plus, il a un passing qui fait qu'il peut ensuite exploiter quand il y a une prise à 2 ou ce genre de choses. Même t'as envie qu'il y ait une prise à 2, t'as pas envie qu'il prenne le tir, Randle. Mais je trouve que là où l'attaque est d'autant plus dynamique, c'est quand il n'y a pas Randle, qui est utile pour certains match-ups, mais là où tu as une vraie attaque de pick and roll un peu, entre guillemets, moderne, ou en tout cas qui respire, qui bouge et qui va vite, c'est avec Brunson. Et là-dessus, encore une fois, les fameux oui, with or without you, quand il n'y a que Randle sur le terrain, 113 d'offensive rating, c'est assez moyen. Quand il n'y a que Brunson, on est à 121, ce qui est un écart assez énorme, et ce qui est un score 121 d'offensive rating avec Brunson à la main, qui est un score assez haut. Donc, ouais, tu vois, j'avoue que l'attaque dynamique des Knicks, quand elle est drivée par Brunson, plus des shooters et des joueurs qui plongent au panier, j'aime beaucoup. Donc, ouais, j'hésiterais presque à le mettre là-dedans. Mais ok, on peut le mettre sur le côté si tu veux. En fait, comme dit, je me pose la question parce que c'est assez impressionnant quand t'as enfin, j'ai envie de dire, ces line-up où il peut jouer des spreads pick and roll, des choses un peu plus modernes et plus dynamiques que quand il n'y a pas de Julius Randle, je suis d'accord. Et je pense qu'il y a aussi un côté sur ces WoWi, où c'est on-off, ça reste quand même, en fait, presque le seul joueur à avoir cette création individuelle au scoring. Et oui. L'attaque des Knicks reste une attaque qui n'est pas non plus ultra dynamique. Et donc, au moment où il sort,
bah on voit du Miles McBride qui doit prendre le relais sur de l'autocréation, et c'est ou d'autres joueurs, hein, ou du Dante DiVincenzo par moment. Ou du Barrett en début de saison aussi. Ouais, bon. Voilà, et du coup, c'est là où il y a un gros écart, et c'est là, je trouve, l'énorme plus-value de Jalen Brunson, c'est sur son autocréation au scoring. Mais ouais. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.